1, 2, 3, 4 femmes pour un homme. Hein, ça n'est pas tout à fait le hasard. Et donc, je suis très heureux de pouvoir donner maintenant la parole à Céline Bessières, que j'ai rencontrée dans un jury de thèse. De ma thèse. Oui, votre thèse. Et je suis très heureux de voir tout le chemin que vous avez accompli depuis. La preuve, vous êtes ici. Donc, on vous laisse la parole. Merci beaucoup aux organisateurs et aux organisatrices. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Alors, j'ai changé mon titre et j'espère que vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Donc, depuis les années 2010, il y a une attention renouvelée dans le débat politique et les sciences sociales pour les inégalités économiques. Dans toutes les régions du monde, ces inégalités sont très importantes, qu'on les mesure en flux de revenus ou surtout, désormais, en stock de patrimoine. Cette notion de patrimoine, ou richesse, wealth en anglais, désigne le stock d'actifs, qu'ils soient financiers, professionnels, fonciers ou immobiliers, détenus par un individu à un moment donné. Ces inégalités, et surtout leur accroissement, s'invitent en ce moment même dans le débat parlementaire en France sur la fiscalité des plus riches. Selon l'INSEE, entre 1998 et 2021, en France donc, le patrimoine brut moyen des 10% les plus riches a chuté de 54% en euros constants, tandis que celui des 10% les plus riches a quasiment doublé. Autrement dit, les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Or, il y a deux grandes manières d'accumuler du patrimoine, en héritant ou en le recevant d'autrui, c'est la première manière, ou bien la deuxième manière, en épargnant ou via les rendements sur l'investissement. Fait notable, la part du patrimoine hérité dans le patrimoine des ménages, en France et ailleurs, est en hausse constante depuis les années 70, et c'est un résultat de Thomas Piketty et de son équipe. Elle est passée de 44% en 1970 à 66% en 2010. On a donc affaire à une production familiale tout à fait contemporaine des inégalités économiques, qui nous rappelle pourtant furieusement le XIXe siècle. Certains groupes sociaux privilégiés s'accaparent les richesses et s'efforcent de les conserver d'une génération à l'autre, tandis que d'autres en sont durablement privés. Dans le même temps, les inégalités économiques femmes-hommes sont toujours d'actualité. Alors, j'avais prévu moi aussi de vous parler de Claudia Goldin, mais grâce à Dominique Meurs, c'est fait. Donc, de façon optimiste, Claudia Goldin écrit que les pays riches sont à l'aube de ce qu'elle appelle le dernier chapitre de la grande convergence des sexes. Ce résultat pourrait être atteint, selon elle, grâce à la combinaison de changements dans le monde du travail professionnel, par l'élimination des emplois gourmands, greedy jobs, on en a parlé hier aussi avec Esther Duflo, qui exigent d'être disponibles le soir et le week-end, mais aussi par des transformations dans les rapports familiaux, par un partage équitable des tâches ménagères et du soin en personne. Mais hélas, nous n'y sommes pas encore. Malgré 50 ans de loi sur l'égalité salariale, malgré le fait que les filles sont de plus en plus diplômées et davantage que les garçons, on assiste à un ralentissement de la réduction des inégalités de salaire femmes-hommes, que Dominique Meurs a rappelé là encore. Peut-être que les chiffres pour la France n'ont pas été rappelés, alors je vais les dire très vite. En 2022, en France, dans le secteur privé, l'ensemble des femmes gagnent en moyenne 24% de moins que les hommes. Quand on le dit dans l'autre sens, c'est plus spectaculaire. Les hommes gagnent 32% de plus que les femmes. Tout dépend du point de vue de référence que l'on se donne. Il s'agit ici de revenus. Mais les femmes gagnent 15% de moins que les hommes à temps de travail rémunéré égal et 4% à poste équivalent, la fameuse discrimination pure. Toutes choses égales par ailleurs. Mais dans la réalité et dans les réalités des rapports familiaux, toutes choses précisément ne sont pas égales par ailleurs. Je projette ici quelques données de la dernière enquête emploi du temps de l'INSEE qui date de 2010. Ce n'est pas par paresse de ma part, mais c'est parce que la prochaine enquête aura lieu l'année prochaine, en 2025. En France, dans les couples avec enfants, les femmes travaillent en moyenne chaque semaine 54 heures. C'est seulement 51 heures pour les hommes. Simplement, 2/3 du temps de travail des hommes est rémunéré, alors que c'est le cas de seulement 1/3 du temps de travail des femmes. Donc je pense que vous voyez où je veux en venir. Les femmes travaillent plus, mais gagnent moins. Il se passe donc quelque chose dans la famille, dans les rapports conjugaux et parentaux, qui résistent
on a parlé il y a un instant du child penalty qui affectait davantage les femmes, qui résiste aux profondes transformations de l'institution familiale dans la seconde moitié du XXe siècle. On assiste à une baisse de la nuptialité. Aujourd'hui en France, 60% des enfants naissent hors mariage, une hausse des séparations conjugales, des divorces, une augmentation des recompositions familiales, et pourtant, cette division du travail entre les sexes demeure. On a parlé du child penalty, je voudrais parler du choc du divorce, qui est en hausse constante depuis les années 70. C'est comme un moment de vérité, celui où les femmes elles-mêmes, mais aussi la société et les pouvoirs publics, se rendent compte de l'appauvrissement des femmes dans la conjugalité. En 2009, un an après un divorce ou une rupture de Pacs en France, le niveau de vie des femmes a baissé en moyenne de 20%, contre seulement 3% pour celui des hommes. Dans les autres pays, on a des chiffres tout à fait comparables. Cela est mieux connu sous le thème de la précarisation des familles monoparentales, qui sont massivement des femmes qui élèvent seules leurs enfants. J'ai mis une photo d'Ingrid Levavasseur lors du mouvement des Gilets jaunes qui avait posé cette question et rendu publique. Donc malgré ces deux faits très importants de nos économies et sociétés contemporaines, le retour de l'héritage et le maintien d'inégalités économiques entre les femmes et les hommes du fait de ce qui se joue dans les rapports familiaux, l'essentiel de la production des sciences sociales sur les inégalités économiques entre les classes sociales et entre les hommes et les femmes porte pourtant sur le marché du travail, et notamment se focalise sur la question des salaires, et sur les politiques publiques d'éducation, de fiscalité ou la redistribution de l'État social. Très peu, trop peu, sur les rapports familiaux et l'économie domestique. En préparant cette communication, je me disais que même le terme d'économie domestique lui-même, il paraît presque désuet, presque daté. Donc dans cet exposé, je souhaite remonter dans le temps. Alors que l'économie domestique était un thème de recherche très important des études féministes dans les années 70 et 80, il s'est éclipsé pendant près de 30 années au profit d'une attention aux inégalités économiques nées dans le marché du travail salarié et de la redistribution publique. La production familiale des inégalités économiques n'a fait qu'un retour en force récent, tant dans le monde académique que dans le monde militant. Comment expliquer cette histoire ? Avant de démarrer, je voudrais signaler que j'emploie ici le terme d'études féministes à dessein. Je n'ai absolument rien contre le terme d'études de genre et toutes les définitions qu'a donné Niki Lefeuvre, je les partage, je les emploie dans mes cours et dans mes activités scientifiques. Mais en ce lieu hautement symbolique que constitue le Collège de France, en ce colloque de rentrée, dont toutes et tous, je pense que nous avons bien conscience qu'il constitue un moment important de légitimation de l'objet genre pour les sciences sociales, pour les sciences et pour les sciences sociales, je souhaite souligner ce que la recherche académique doit au mouvement féministe et vice-versa. Et donc c'est pour ça que j'ai changé le titre de mon intervention pour « Le privé est économique ». Donc le privé est économique, bien sûr, ça résonne avec ce slogan des années 70, « Le privé est politique ». Le privé est politique, ils disent que c'est de l'amour, nous disons que c'est du travail non payé, le travail domestique est un travail gratuit, un salaire contre le travail ménager, ni potiche ni boniche, la charge mentale, l'échange économico-sexuel, le sexage, notre corps nous mêle. Pêle-mêle, ces slogans et ces concepts ont pour point commun d'avoir près d'un demi-siècle et d'émaner des pensées et mouvements féministes. Dans les années 70, dans le sillage des luttes pour le droit à la contraception et l'avortement, toute une génération de chercheuses féministes en sciences sociales a décrit l'exploitation domestique du travail des femmes, aboutissant à une reconceptualisation du travail au-delà de la dichotomie entre travail domestique et professionnel. Nous devons beaucoup à ces militantes et à ces chercheuses, historiennes, sociologues, anthropologues, économistes, des concepts et des idées d'abord, c'est-à-dire des mots pour décrire le monde autrement, même si c'est parfois difficile et que le langage androcentré reste tenace. Par exemple, j'entends encore aujourd'hui dire que les femmes d'une femme, elles ne travaillent pas, ou même elles travaillent à temps partiel. Et on ignore alors, quand on dit ces termes-là, on ignore toute une partie du travail des femmes. Pourtant, les historiennes ont montré que les femmes ont toujours travaillé, à commencer par les paysannes ou les ouvrières à domicile, dont le travail n'était pas déclaré, pas reconnu, pas comptabilisé, mais qui contribuaient pourtant grandement à l'économie familiale, comme l'ont montré notamment John Scott et Louise Tilly pour la France et l'Angleterre. Si je reviens sur Claudia Goldin,
Elle a constitué une base de données impressionnante à partir d'archives des XVIIIe et XIXe siècles pour montrer que les femmes enregistrées comme épouses pouvaient en fait être comptabilisées comme des travailleuses, d'où sa fameuse courbe en U. Dominique Meurs nous a montré que la partie ascendante de la courbe tout à l'heure, pour décrire la participation des femmes au marché du travail aux États-Unis au cours des XIXe et XXe siècles. Pour les études féministes, le travail des agricultrices et la lutte des agricultrices pour la reconnaissance juridique de leur travail, qui a eu lieu dans les années 70-80, a constitué une matrice pour penser de façon plus générale le travail des femmes, notamment le travail domestique, caractérisé par son invisibilisation, un mot qui a été beaucoup employé hier, et son absence de reconnaissance juridique, statistique et financière. La conceptualisation du travail domestique comme un travail, puisque c'est déjà ça le premier rapport, le travail domestique est un travail, a pris des formes différentes selon les pays et pris dans des enjeux de stratégie politique militante. À partir de 1972, une campagne internationale a été menée par les féministes marxistes autour du slogan « Wages for Housework », principalement aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Italie. À partir de la revendication d'un salaire versé par l'État en échange du travail réalisé au foyer, ces luttes féministes posaient la question fondamentale de qu'est-ce que le travail, mais aussi de sa reconnaissance et de ses formes d'exploitation. Ces féministes s'appuyaient sur une théorisation du capitalisme qui n'est pas seulement l'exploitation de la classe des travailleurs par la classe des capitalistes, ou à la perspective marxiste classique, mais en deçà, poser la question de la reproduction de la force de travail qui repose sur l'exploitation d'un travail reproductif, tout ce qui maintient les êtres humains en vie, réalisé principalement par les femmes au sein de l'espace domestique, travail non reconnu et non payé, tout en bas de la hiérarchie des exploitations. L'accumulation capitalistique repose donc non seulement sur le travail productif, mais aussi sur le travail reproductif. En chiffrant le prix du travail domestique, il s'agissait de le rendre visible et de démontrer qu'il avait une valeur économique. Comme le souligne Silvia Federici, une philosophe et actrice de ce mouvement aux États-Unis, « Wages for Housework », c'est aussi « Wages against housework », donc contre. Le salaire contre le travail ménager devait donner du pouvoir aux femmes en les rendant moins dépendantes du marché du travail salarié et de leur mari, en leur permettant de financer des lieux collectifs féministes, des crèches par exemple, où serait collectivisé le travail reproductif. Ce mouvement a conduit à d'intenses débats, y compris au sein des mouvements féministes, et à de nombreux désaccords. Aux États-Unis, par exemple, des féministes noires se sont demandé dans quelle mesure le travail reproductif exercé par les femmes noires pour leurs proches au sein de leur foyer ne comportait pas une part d'émancipation plus grande que l'exercice d'emplois salariés qui consiste souvent pour elles à réaliser le travail reproductif en lieu et place des femmes blanches. En France, la principale résistance à ce mouvement Wages for Housework a résidé dans l'idée qu'un salaire pour ou contre un travail ménager enfermerait les femmes dans le travail domestique. Ce n'est sans doute pas étranger aux expérimentations de Vichy en 1941 en la matière, la mise en place d'une allocation de salaire unique destinée aux mères de familles nombreuses et qui les empêche d'investir le marché du travail salarié et de bénéficier d'un travail professionnel rémunéré. En France, à la même période, se développe le féminisme matérialiste autour de sociologues et militantes tels que Christine Delphi, Colette Guillaumin, Nicole Claude Mathieu, la philosophe Monique Wittig, l'anthropologue italienne Paola Tabet et tant d'autres. Elles affirment à la suite de Delphi que le travail domestique est un travail gratuit au fondement de l'exploitation patriarcale, l'oppression commune qui touche toutes les femmes, spécifique, subie seulement par elles, et donc principale. Affirmer que le patriarcat est l'ennemi principal est une réaction politique au groupe marxiste qu'elle fréquentait alors et qui considérait que c'est la lutte contre le capitalisme qui prime. Les féministes matérialistes françaises ont pris fermement position contre la rémunération du travail domestique et sont devenues par la suite des militantes de l'émancipation des femmes par le travail salarié et des promotrices de l'égalité salariale, même si elles ont questionné les différences et les inégalités selon les classes sociales et selon aussi les rapports sociaux de race. Ces débats militants ont eu une résonance très importante dans les sciences sociales et ce qu'on appelle aujourd'hui les études de genre. C'est ce que je voudrais vous montrer alors. Par exemple, la sociologue britannique Anne Oakley
a longuement interviewé des femmes au foyer à Londres dans les années 1970 au sujet de leurs tâches ménagères. Et en ressort une description du travail qui présente des traits communs avec le travail en usine, notamment la répétition, la pénibilité physique, l'émiettement des tâches. Les sociologues françaises Danielle Chabot-Richter, Dominique Fougerolas et Françoise Sontonax ont montré, toujours à partir d'enquêtes par entretien très approfondies, que si les hommes effectuent des tâches bien définies et valorisées, bien délimitées dans le temps et dans l'espace, on ne dérange pas papa quand il fait le bricolage, les femmes prennent en charge une multitude de travaux entrecoupés, dispersés dans le temps et dans l'espace et dénués de sens, car s'intégrant dans une cohérence qui échappe à leur contrôle. Surtout, les femmes doivent faire preuve d'une disponibilité permanente. Ces travaux décrivaient déjà, ils datent des années 80, la notion de charge mentale, ce qui est aujourd'hui popularisé auprès d'un large public depuis la BD d'Emma en 2017. La superposition des temps du travail domestique et professionnel pour les femmes. Ces enquêtes par entretien sur le travail domestique ont constitué le support pour la mise en place d'enquêtes quantitatives de grande ampleur, notamment l'enquête emploi du temps de l'INSEE en France. C'est ce qui m'a permis, dans mon introduction, de vous présenter les chiffres sur le travail rémunéré et non rémunéré des hommes et des femmes. C'est ce qui nous permet aussi aujourd'hui de grandes comparaisons internationales. Ces enquêtes ont été standardisées. Elles s'appellent Time News Surveys, qui permettent donc des comparaisons entre les différents pays, des temps de travail rémunérés ou non, et leur évolution dans le temps. Dans un article récent de Ariane Payet, Anne Solaz et Maria Stanfors, elle montre qu'à la fin des années 1980, les femmes en Suède et aux États-Unis passaient environ 3 heures par jour aux tâches ménagères, courses, cuisine, ménage, linge, entretien de la maison. C'était 4 heures pour les Françaises et les Anglaises et 5 heures pour les Italiennes. À la même période, les hommes consacraient entre 1 heure, les Italiens, et 2h30, les Suédois, aux mêmes tâches. 25 ans plus tard, dans les années 2010, les femmes ont réduit ce temps de travail domestique d'environ 20 à 25%, sauf en Italie ou moins. Mais le temps de travail domestique des hommes n'a quasiment pas bougé. Mais si l'on tient compte maintenant, et là à nouveau je rejoins Dominique Meurthe, si on tient compte maintenant du travail parental, c'est-à-dire s'occuper des enfants en bas âge, le soutien scolaire, les transports des enfants, la perspective est un peu différente. Entre les années 80 et 2010, certes, les hommes ont augmenté leur temps de prise en charge des enfants, mais les femmes aussi, et peut-être plus, avec l'essor de modèles de parentalité et surtout de maternité beaucoup plus intensifs que par le passé. Ainsi, dans les années 2010, les Suédoises passent 30% de plus que les Suédois aux tâches parentales. En France, au Royaume-Uni et aux États-Unis, c'est 2 fois plus. Comme le souligne rétrospectivement Annie Fouquet, économiste et statisticienne, administratrice de l'INSEE et co-autrice d'un article pionnier en 1981, « Peut-on mesurer le travail domestique ?», il y a eu entre 7 à 8 années entre les pamphlets militants du Torchon Brûle sur le travail domestique aux premières études de l'INSEE sur la quantification de la valeur du travail domestique, ce qui constitue une connexion particulièrement remarquable entre mouvements sociaux et institutions. Dans les sociétés salariales, une grande partie de la richesse que les femmes produisent dans la famille n'est pas déclarée, pas enregistrée, pas comptabilisée par les institutions étatiques, que ce soit l'administration fiscale, la comptabilité nationale ou l'État social. Elle n'est pas prise en compte par les économistes qui se concentrent uniquement sur les biens et services monétarisés qui transitent par des marchés. Dans les années 80, les économistes féministes vont se mettre à compter, et Annie Fouquet est pionnière en la matière en France. Mais comment compter ? Faut-il évaluer le travail domestique à son coût de remplacement, si je fais appel à une société de ménage plutôt que faire le ménage moi-même, à un traiteur plutôt que de préparer le repas, ou bien à son coût d'opportunité, c'est-à-dire ce que serait payée la personne si elle exerçait une activité professionnelle rémunérée. Mais on voit que ça soulève beaucoup de questions. Est-ce que si une cadre nettoie les toilettes pendant allez, 1 heure, c'est long pour des toilettes. Donc, si elle fait le ménage pendant 1 heure, est-ce que ça a la même valeur qu'1 heure de travail ménager d'une ouvrière ? Ça, c'est avec le coût d'opportunité, non. Mais quid de l'heure de soutien scolaire ? Est-ce que ça a la même valeur économique, l'heure de soutien scolaire d'une femme cadre et d'une femme ouvrière ? Vous voyez l'ampleur des questions soulevées par ce débat, qui est un débat technique, qui est né dans le sillage des mouvements féministes, mais qui irrigue la pensée sur les indicateurs de la macroéconomie jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que le produit intérieur brut ? Qu'est-ce que c'est que le travail ? Qu'est-ce que c'est que la valeur ?
Alors, je vous donne quand même 2-3 petits résultats tirés de ça. Au niveau macroéconomique, le produit intérieur brut de la France aurait été en 2010 de 33% supérieur si on tenait compte du travail domestique. Il y a des comparaisons internationales là-dessus, on tourne toujours entre un quart et un tiers, avec des variations entre les pays, mais aussi tous ces débats sur les modes de calcul que je viens de dénoncer. Alors, malgré l'extraordinaire richesse de ces travaux dans les années 70 et 80, qui étaient connectés de façon évidente au mouvement féministe, il faut maintenant comprendre une éclipse des études féministes sur l'économie domestique dans les années 90 à 2020. Elle procède d'un double mouvement, une délégitimation scientifique des chercheuses au nom de leur militantisme, mais aussi une relégation de ces thématiques dans la sphère académique, mais aussi dans les sphères politiques et militantes. Rosemarie Lagrave, directrice d'études à l'EHESS, spécialiste des agricultrices en France et militante féministe dans les années 70, a retracé dans un article publié dans Actes de la recherche en sciences sociales en 1990 cette période d'institutionnalisation inachevée des études féministes dans l'enseignement supérieur et la recherche en France. Les chercheuses que j'ai citées précédemment ont davantage fait carrière au CNRS, à une période où c'était probablement moins prestigieux en sciences sociales qu'aujourd'hui, où elles sont rentrées au tout début des années 80. Et du coup, elles ont eu des difficultés à former de nouvelles générations, et leurs recherches et travaux ont souvent été considérés comme marginaux, disqualifiés parce que militants, et de fait peu enseignés à l'université avant les années 2010. Ma génération, celle qui s'est formée aux États-Unis et en France dans les rares lieux où un enseignement était consacré aux études de genre au tournant des années 2000, et là je me tourne vers Éric Fassin qui était mon prof à l'École normale supérieure, nous étions émerveillés et étonnés de lire Simone de Beauvoir sur les campus américains et non pas en France. C'est vraiment à partir des années 2010 que se sont institués de façon relativement systématique les cours sur le genre dans les cursus de sciences sociales. Paradoxalement, un livre résume ce moment, La domination masculine de Pierre Bourdieu, publié en 1998. Que le plus célèbre sociologue français, professeur au Collège de France, au fait de sa carrière, consacre un ouvrage à cette question, a été indéniablement un événement. Si le livre a rencontré un succès médiatique, sa réception a toutefois été très critique de la part des spécialistes des études féministes. Ce qui a heurté beaucoup à l'époque, surtout, c'est que Pierre Bourdieu n'a pas cité les travaux des autrices centrales des études de genre, telles que Michel Perrault, John Scott, Françoise Héritier, Christine Delphi ou encore Colette Guillaumin, et qu'il attribue un livre de Nicole-Claude Mathieu à Jeanne Favre-Saada. Ce qui nous intéresse particulièrement ici, c'est que de façon paternaliste, Pierre Bourdieu enjoint dans ce livre les études féministes à réorienter leurs recherches. Selon lui, le principe de la domination masculine ne réside pas principalement, et là je cite, au sein de l'unité domestique sur laquelle certains discours féministes a concentré tous ses regards, mais dans les instances telles que l'école et l'État, que les chercheuses feraient bien d'investir. Alors, je crois qu'aujourd'hui, on dirait que Pierre Bourdieu fait du mansplaining. John Scott n'avait pas attendu Pierre Bourdieu pour énoncer dès 1986 que les études sur le genre devaient questionner et renouveler tous les domaines des sciences sociales, y compris l'histoire politique, économique, militaire et que sais-je encore. Et rétrospectivement, on sait aujourd'hui que les études féministes n'en avaient pas fini non plus avec les violences sexistes et sexuelles, y compris dans la sphère domestique. La parution de la domination masculine a participé pourtant incontestablement au mouvement de légitimation des études sur le genre dans l'enseignement et la recherche en France. Et je pense que ma génération est précisément le produit de cette légitimation. Mais entre-temps, l'intérêt pionnier des études féministes pour les inégalités économiques produites dans la famille est passé au second plan, au profit des inégalités dans la sphère professionnelle. En France, dans les années 90-2000, les féministes matérialistes ont surtout investi le champ de la sociologie du travail. Professionnellement plus légitime que celui de la famille et qui constitue un espace privilégié de discussion avec le marxisme. Je pense ici à Danielle Kergoat, une sociologue au CNRS qui travaillait sur les mouvements sociaux des ouvrières ou des infirmières à cette période. Toute une génération de chercheuses s'est consacrée aux inégalités entre hommes et femmes dans le monde professionnel, comme en atteste la création de très grande qualité de la revue Travail, Genre et Société en 1999, dirigée par Margaret Maruani, encore une sociologue au CNRS.
Même si ces chercheuses ont contribué à conceptualiser le travail au-delà de la dichotomie entre sphère professionnelle et privée, elles l'ont reconduite au travers de leurs choix d'objets et de terrains qui ont privilégié le travail marchandisé. Ce désintérêt pour la famille accompagne aussi les orientations du féminisme d'État en France à l'époque. Du fait des relents conservateurs de la politique familiale menée en France depuis le XIXe siècle dans une perspective nataliste, s'est imposée l'idée chez les féministes que l'émancipation des femmes se joue d'abord dans la sphère professionnelle. Celles qui promeuvent la cause des femmes dans les institutions se sont ainsi emparées du thème de l'égalité professionnelle et ont délaissé celui de la réduction des inégalités économiques produites dans les rapports familiaux. Et ça, c'est une orientation dont on se rend compte quand on travaille sur d'autres pays, par exemple le Québec, qui a suivi un tout autre chemin en la matière. Dans la sphère militante radicale, en partie pour les mêmes raisons, les féministes ont aussi laissé de côté l'exploration des inégalités économiques intrafamiliales au bénéfice de la promotion de modèles familiaux alternatifs et de la question des droits des personnes LGBTQI+. Les études sur le genre qui ont incorporé la critique queer se concentrent ainsi, en France comme ailleurs, sur l'analyse du poids de la sexualité hétéronormée et du rapport au corps dans la construction du genre. Ainsi, c'est tout à la fois dans le monde académique, mais aussi dans le monde politique et militant, que les travaux sur l'exploitation du travail domestique ont reflué jusqu'à récemment. Alors, il s'est passé quelque chose dans les mouvements féministes et dans la société contemporaine à la fin des années 2010, qu'on résume souvent par la période MeToo. Alors, il ne m'appartient pas de faire l'histoire, je pense qu'on est encore dedans et je serais bien incapable de faire l'histoire du mouvement MeToo, mais il me semble qu'un mouvement social est réussi lorsqu'il parvient, pour le plus grand nombre, à dénaturaliser l'existant, permettre de voir autrement ce que nous avions déjà sous les yeux, qui était déjà là, mais que nous ne voyions pas. En l'occurrence, ce que nous ne voyions pas, c'était l'ampleur considérable des violences sexistes et sexuelles faites aux femmes dans tous les domaines de leur existence. Et ce que ces violences sexistes et sexuelles sont rendues possibles par des rapports de pouvoir et de domination qui traversent les mondes du travail, les mondes associatifs, militants, culturels, mais aussi les rapports familiaux. Et je trouve que le livre de l'anthropologue Dorothée Ducy sur l'inceste, qui était paru en 2013 et passé relativement inaperçu, a été littéralement redécouvert, réédité en 2021, alimentant un débat bien plus large que dans les cercles de spécialistes sur la question de l'inceste, son ampleur, sa perpétuation dans le silence des rapports familiaux. En 2008, lorsqu'avec toute une équipe de jeunes chercheurs et chercheuses, nous commençons nos travaux sur le traitement judiciaire des séparations conjugales, et c'est ce qui a donné lieu à ce livre au tribunal des couples en 2013, ce sont plutôt les masculinistes qui tenaient le haut du pavé, les groupes de pères SOS Papa qui politisaient le moment des séparations conjugales de façon spectaculaire en montant en haut de grue, en présentant la justice familiale comme une justice de femmes rendue par des femmes en faveur des femmes. Dans ce contexte politique, nous avons montré que si la résidence des enfants après une séparation était aussi peu fixée chez le père et beaucoup plus systématiquement chez la mère, c'est parce que les pères, dans leur grande majorité, ne la demandaient pas. Contrairement aux mères pour qui c'était impensable de ne pas la demander. Nous avons aussi démonté l'idée reçue selon laquelle les pères perdaient économiquement au moment des séparations conjugales. Alors, je vous ai mis la photo de la bande dessinée tirée de ce livre. J'étais très en colère quand l'éditeur a choisi cette planche pour illustrer la couverture, mais il me semble que ça dit en fait le stéréotype que les gens avaient en tête à cette période-là, en 2013, sur les affaires familiales, comme la mise, voilà, j'ai l'impression qu'on me juge là, d'un homme avec la greffière et la juge, puisque les juges aux affaires familiales sont très massivement des femmes. Ces travaux, en 2013, ont beaucoup intéressé les professionnels de la justice, mais en revanche assez peu les féministes. Dans le champ militant comme scientifique, la lutte contre les violences faites aux femmes a néanmoins relancé l'intérêt pour les rapports de domination physique inscrits dans les rapports familiaux. Et il n'est pas anodin, me semble-t-il, que c'est par le vocable de la violence économique faite aux femmes et aux enfants que des collectifs féministes aujourd'hui parviennent à faire entendre leurs revendications sur les impayés de pensions alimentaires. Quelques années plus tard, en 2020, lorsque notre livre avec Sybille Golac, Le genre du capital, est sorti, on peut dire qu'il a rencontré son public en suscitant l'intérêt des médias, de podcasts, de livres de vulgarisation féministe.
alors même que nous travaillons sur ces questions depuis des années, voire des décennies, sans susciter jusque-là le moindre écho. Alors c'est peut-être lié à la forme du livre qui se voulait accessible, peut-être c'est le moment du Covid où les gens avaient plus de temps pour lire, et peut-être aussi au moment du Covid, on a redécouvert le fait que les femmes faisaient un travail, étaient des travailleuses essentielles et aussi faisaient l'essentiel du travail domestique. Mais il me semble qu'il y a quelque chose qui avait changé lié au mouvement MeToo. Un certain nombre de femmes se sont dit que les mécanismes que nous décrivions dans ce livre, qu'elles vivaient comme singuliers, propres à leur famille, avaient des logiques sociales plus profondes et partagées. De notre côté, nous n'étions pas des militantes féministes et nous avions suivi notre cheminement scientifique pour écrire ce livre. En 2 mots, nous ferraillions à l'époque avec la sociologie de la famille, incarnée en France par François de Singly, au Royaume-Uni par Anthony Giddens ou en Allemagne par Ulrich Beck, et leur grand récit de la famille moderne, comme la famille moderne relationnelle, centrée sur les liens davantage que les biens. Pour nous, ce n'était pas possible de continuer avec ce grand récit de la famille moderne. En nous appuyant sur Bourdieu, nous voulions repenser la famille comme une instance de reproduction sociale et de reproduction des inégalités économiques, précisément au moment où les économistes nous disaient qu'il y avait un retour en force de l'héritage. Nous nous appuyons aussi, pour cela, sur tout l'héritage des études féministes que je viens de vous raconter, pour penser la famille comme un lieu de production des richesses, mais aussi sur les apports de la sociologie économique, des rapports non marchands portés en France par Florence Weber ou aux États-Unis par Viviana Zelizer, pour penser la famille comme une instance de circulation et d'évaluation des richesses. Concrètement, avec Sybille Golac et d'autres chercheuses, plutôt que de penser l'inégalité économique femmes-hommes en termes de revenus ou de temps de travail, nous avons proposé de le penser en termes de patrimoine. Alors que l'approche par les salaires ou par le temps de travail donne l'impression d'une égalité économique femmes-hommes déjà là, ou plus exactement presque déjà là, en tout cas à l'horizon. C'est pas du tout l'image qui ressort quand on étudie le gender wealth gaps, l'inégalité patrimoniale femmes-hommes. Dans les pays où on peut le mesurer, comme la France ou les États-Unis, on assiste au contraire à une augmentation de ces inégalités de patrimoine. Nicolas Frémaux et Marion Le Turc ont montré, à partir des enquêtes patrimoine de l'INSEE, que les inégalités de patrimoine femmes-hommes sont passées de 9% en 1998 à 16% en 2015, c'est-à-dire qu'ils avaient quasiment doublé en moins de 20 ans. Cette approche des inégalités économiques femmes-hommes par le patrimoine est en plein essor aujourd'hui, même si elle rencontre de sérieux obstacles. Le premier d'entre eux, c'est le ménage. Le ménage, unité de base de la statistique publique, ou le foyer fiscal, unité de base de l'administration fiscale, qui est nos matériaux, nos données pour étudier les inégalités patrimoniales. Il faut donc aller à l'intérieur du ménage pour les étudier. Cette difficulté technique recouvre en fait bien plus que ça. Elle porte une vision du monde familialiste où les membres d'une même famille feraient nécessairement preuve de solidarité économique. Or, cette posture est de plus en plus difficile à tenir aujourd'hui, à l'heure de profondes transformations des formes familiales, notamment, je le répète, la baisse de la nuptialité, la hausse des séparations conjugales et des recompositions familiales et du veuvage. Comme le soulignait très justement la sociologue Margaret Maruani, le ménage est un cache-sexe des inégalités économiques entre les femmes et les hommes. Mais ce n'est pas tout. L'approche par les patrimoines pose aussi d'importants problèmes de comparaison internationale, parce que la propriété du patrimoine est prise dans des concepts juridiques locaux, les contrats de mariage qui ne sont pas les mêmes en France, aux États-Unis, dans les différents États des États-Unis ou en Allemagne, mais aussi les modes de propriété, le trust aux États-Unis qui est interdit en France et qui varie donc d'un pays à l'autre. C'est en tout cas un front contemporain de la recherche en sciences sociales. Ok, alors je vais passer sur tout ça pour arriver, je vais rester là, pour arriver à ma conclusion. Les pistes de recherche ouvertes sont aujourd'hui très nombreuses sur cette question des inégalités économiques, interfamiliales et intrafamiliales. Donc j'en ai indiqué une déjà, ces comparaisons internationales du gender wealth gap est un enjeu crucial pour les sciences économiques et sociales. Les travaux sur l'héritage, alors j'ai pas eu le temps de revenir sur l'héritage, c'est ce que j'ai manqué, mais ce qu'on montre avec Sybille Golac dans notre livre, c'est que en France, malgré le code civil et malgré un droit formellement égalitaire, il y a des inégalités en matière d'héritage entre les femmes et les hommes. Les fils et les filles n'héritent pas de la même chose et ça n'a pas la même valeur économique.
Et il me semble que là, il y a aussi un boulevard de recherche à mener sur l'héritage, au carrefour des normes, égalitaires ou non, et qui dépend des pays, du droit et des pratiques. En France, l'essor des séparations conjugales et des recompositions familiales vont profondément bouleverser les pratiques d'héritage, et le genre sera une dimension cruciale à étudier. Là, je me tourne vers François Héran, il faudra aussi étudier les familles transnationales et leur rapport à l'accumulation patrimoniale, tant dans le pays de départ que d'arrivée, et qui mettent en jeu des droits nationaux parfois très différents. Les stratégies familiales de reproduction genrée gagneraient aussi à être étudiées davantage en intégrant les personnes qui vivent en couple de même sexe ou les parcours de transition des personnes trans. Notamment, comment cela reconfigure-t-il toutes les relations entre les proches apparentés, non seulement avec les partenaires et enfants, mais aussi avec les parents et frères et sœurs? Reçoivent-ils et elles les mêmes héritages? Il faut multiplier ces travaux dans tous les milieux sociaux, des plus riches aux plus pauvres, parce que le patrimoine, c'est du patrimoine pour les plus riches, mais c'est aussi des dettes pour les plus pauvres. Et travailler cela en articulant donc classe sociale et genre. Et puis, et là, c'est peut-être en reconnectant avec le mouvement féministe, il me semble qu'il faut travailler davantage sur les violences économiques faites aux femmes. Ce terme ne vient pas des sciences sociales, il nous est imposé, mais qu'est-ce qu'il peut revêtir? Et est-ce qu'on a quelque chose à dire là-dessus, nous, chercheurs et chercheuses? Pour tous ces chantiers en cours, on ne pourra pas faire sans les études féministes et on ne pourra pas faire sans les études de genre. Trop souvent, les études de genre ont été délégitimées parce que considérées comme trop militantes. Des chercheuses et militantes féministes des années 70 qui ont subi ces critiques virulentes et en ont pâti pendant toute leur carrière ont pu reprocher aux chercheuses de ma génération de n'être pas suffisamment connectées au mouvement féministe. Je défends ici une sociologie féministe de la famille, mais si je peux le faire, et si je peux le faire ici, au Collège de France, c'est parce que je sais que je ne vais pas trop en pâtir dans ma carrière universitaire. En tout cas, j'espère. Pour terminer, je voudrais citer ma collègue Laure Bérini, qui est une politiste de ma génération, qui dit que comme tous les savoirs critiques qui s'attachent à décrire des rapports de pouvoir, les études sur le genre en sciences sociales proposent une vision de l'objectivité scientifique fondée non pas sur une feinte neutralité, mais sur un travail réflexif de prise en compte de la position sociale et politique de la chercheuse ou du chercheur, en même temps que sur la mise en œuvre des critères d'objectivation. Explicitation des hypothèses et des méthodes, critique des sources, cohérence de la démonstration. Pleinement scientifique et aussi pleinement féministe. Je vous remercie. Bien, écoutez, il fallait la fougue de la jeunesse pour réintroduire la dimension militante et d'engagement, parce qu'effectivement, on pouvait avoir l'impression qu'on se censurait un petit peu sur ce sujet-là. On a bien vu que la grande question, c'est de savoir est-ce que ce sont les convictions qui dictent les recherches ou les recherches qui dictent les convictions. Les deux, certainement, mais je pense que quand même, quand on est, et c'est ce que vous avez démontré, quand on est une chercheuse de qualité qui travaille sur des données, eh bien, c'est d'abord les recherches qui justifient les engagements. Ce ne sont pas des engagements qui tombent du ciel comme ça et qui... voilà. Donc, vous l'avez très bien démontré. Il faut absolument lire le livre de Céline Bessières et Sybille Golac, Le genre de capital, donc paru en 2022. Je vous engage à le faire si vous ne l'avez déjà fait. Merci beaucoup. Merci Céline. Vous avez à la fin de votre exposé présenté un programme de recherche qui va encore prendre des décennies. C'est formidable, mais je vois que Eric commence à se demander quand il va prendre la parole. Eh bien, c'est maintenant.